Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Blumensia. Après 15 ans de carrière dans le luxe, Nadège a fondé Blumensia, le parcours de référence en matière de reconversion. Blumensia propose un programme collectif unique et innovant de 12 semaines qui vous accompagne pour faire le bilan et définir un plan d'action pour amorcer votre nouveau projet professionnel. Pendant ces 12 semaines, vous bénéficierez de plus de 120 heures de formation, de la force du collectif pour vous motiver et de sessions de coaching individuel avec Nadège, la fondatrice. La particularité du programme, au cours de la 4e semaine, vous venez passer une semaine complète en immersion au château de la Barde en Dordogne. Une semaine de déconnexion et de cours intensifs en petits groupes, de quoi s'entraider et trouver les clés et les idées pour oser sauter le pas. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous gratuitement avec Nadège, la fondatrice de Blumensia sur blumensia.com, blumencia.com, pour faire le bilan sur votre projet. Blumensia lance une session tous les 2 mois et la prochaine débute en novembre. Et surprise, vous avez moins 10% avec le code OSER la reconversion sur le programme Blumensia. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Elodie. Après avoir été manager de youtubeur, Elodie a ouvert un concept de restauration de cuisine de l'océan Indien, Mafan. Alors qu'elle est encore étudiante, Elodie se rend à Paris au salon de l'automobile pour gagner un peu d'argent en tant qu'hôtesse d'accueil. Elle fait alors la reconnaissance qui va changer sa vie, le youtubeur Was Freestyle. Il se lie tout de suite d'amitié et il lui demande de devenir sa manager. Elle s'occupe alors des partenariats avec les marques du youtubeur, négocie les contrats, devient l'interlocutrice privilégiée de son banquier comptable et plus généralement organise toute sa vie perso. Elle lance finalement son agence d'influence et devient la manager de plusieurs influenceurs. Elle décide alors de s'associer à un autre manager de talent, mais cette association vire au cauchemar. Elle plaque tout du jour au lendemain. Elle décide alors de reprendre ses études d'école de commerce pour finir le master qu'elle n'avait jamais eu. À la fin de son école de commerce, son grand frère, mécanicien à ce moment-là, lui propose d'ouvrir avec lui un restaurant avec des plats des îles de l'océan Indien. Un rêve d'enfant car ils sont tous deux d'origine malgache. Depuis mars 2021, Elodie a cofondé avec son chéri et son frère le restaurant Mafana, un stand de cuisine des îles de l'océan Indien, à la Halle des Saveurs, à La Île-et-Rose, près de Paris, et ont ouvert à la rentrée un second concept de sandwicherie. Alors avec Elodie, on a évoqué les dessous de l'influence, comment elle a tout plaqué du jour au lendemain malgré l'argent, comment saisir les opportunités, les rencontres provoquées et sa nouvelle entreprise familiale. C'est un épisode un peu particulier parce que j'avais déjà reçu Elodie dans l'un des tout premiers épisodes d'Oser la reconversion. Elle nous parle aujourd'hui de sa seconde reconversion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Elodie. Bonjour Elodie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy et merci de me réinviter. Oui, alors parce que tu es la première invitée qu'on réinvite. Tu faisais partie de nos tout premiers invités, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Est-ce que tu avais déjà fait une première reconversion donc de commercial à manager de youtubeur? Et maintenant, tu vas nous parler de ta deuxième reconversion, donc tu ne t'arrêtes plus. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais maintenant? Quel est ton métier actuel? Oui, bien sûr. Alors maintenant, en fait, je suis cofondatrice et directrice d'un établissement, ou plutôt de 2. J'ai ouvert 2 concepts de restauration dans une halle. La halle se situe actuellement à La Île-et-Rose, dans le 94, tout près de Paris, vraiment. Et en fait, on tient 2 stands de restauration, mon frère, mon chéri et moi. Du coup, c'est 2 stands dans la même halle? Oui, mais 2 concepts différents. Est-ce que tu peux nous présenter les 2 concepts? Bien sûr. Alors le premier, il s'appelle Mafana. C'est un mot malgache qui veut dire convivialité, chaleur, qui relève du piquant en fait. Tout le sens du mot chaud en français, il veut dire la même chose en malgache. Et on a choisi ce nom parce que c'est un peu ce qu'on avait envie de partager après ces 2 ans de Covid qu'on a passé. On avait vraiment envie d'apporter un peu de chaleur, de convivialité et de partager notre culture à travers ce concept qui en fait fait découvrir les plats des îles de l'océan Indien. Donc forcément, il y a Madagascar dedans. On est d'origine malgache, donc c'est assez logique. On a aussi grandi sur l'île de la Réunion
Et mon frère, qui est le chef cuisinier, en fait, lui, il a vraiment voyagé dans tout l'océan Indien et pas que. Donc, il nous ramène un petit peu son savoir et c'est lui qui nous prépare de jolis et de très bons mets. Oui, ça donne envie en tout cas, ça donne faim. Et le deuxième, lui, il est vraiment très récent. On l'a inauguré le 17 septembre. On a fêté en même temps mon anniversaire, on avait envie de faire la fête et c'est plutôt un concept de sandwicherie. On avait à cœur d'apporter quelque chose de, on va dire, de plus abordable dans la halle où on exerce actuellement. Donc on a des sandwichs qui démarrent à 3 € avec un Parisien et on a des Brésiliens, des Américains, enfin tout ce qu'on peut retrouver avec d'autres petites spécialités du monde. Et lui, on l'a appelé Cosmo, comme cosmopolitain, mais le diminutif. On propose aussi des soupes en hiver. Et on proposera des tartares en été, donc on va dire plutôt du snacking. Donc là, on est plutôt sur du snacking du monde. Bientôt, il y a les spécialités canadiennes qui vont arriver. Et sur Mafana, on est plutôt vraiment sur la cuisine des îles. Là, on est vraiment sur des plats, du riz avec de la viande en accompagnement. Voilà, enfin, il faut goûter, quoi. Et du coup, tu dis que c'est pas très loin. C'est où exactement? Après, ça dépend de où tu es, en fait, dans Paris. Mais on est tout près de Porte d'Italie. Vraiment, ça dépend d'où tu es dans la région parisienne. C'est à 10 minutes, quoi. C'est aux portes de Paris, en soi. Alors, tu vas peut-être nous raconter, donc ton premier métier, c'était commercial. Et ensuite, tu as fait manager de YouTuber. Donc, c'est un métier vraiment qui fait rêver. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Comment tu es devenu manager de YouTuber? Et puis, qu'est-ce que tu faisais exactement? Oui, bien sûr. Alors en fait, manager de youtubeur, c'était vraiment une question de rencontre. À la base, je voulais même pas spécialement rester en France. J'avais envie de repartir vivre à l'étranger. Je suis arrivée sur Paris. Je voulais être hôtesse vraiment rapidement, me faire un peu d'argent sur une durée très courte, en 2 semaines. Sur le salon de l'automobile, au final, j'y ai rencontré Was Freestyle, donc le tout premier youtubeur que j'ai managé. Après, j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres. J'ai été aux plus grands événements, à être 100 sur l'Arc de Triomphe pour un concert privé de DJ Snake. Enfin, j'ai vécu vraiment des choses assez sympas. Et j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. J'ai rencontré d'autres personnes qui voulaient s'associer avec moi. Et de là, en fait, ça a commencé, on va dire, à pas dégringoler parce qu'en soi c'était une superbe expérience et puis j'avais besoin de ça, j'avais envie de grandir, donc j'ai pris des risques, je me suis associée. Au final ça s'est pas très très bien passé, mais aujourd'hui j'ai envie de dire c'est pour le mieux parce que malgré tout ça reste des expériences. J'ai pu faire plein d'autres choses, j'ai pu manager plein d'autres personnes, j'ai pu travailler sur divers dossiers avec des entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je passais par exemple d'une opération avec EDF aujourd'hui à Carambar le lendemain, et puis le surlendemain on bosse avec le PSG et rebelote. Après on va bosser avec Universal. Enfin bref, c'était une grande diversité. Donc au final, je n'ai absolument aucun regret, bien que cette association n'ait pas été, on va dire, fructueuse. Comment on se rémunère quand on est manager de youtubeur? Est-ce que t'as un fixe? Est-ce que c'est des commissions? Alors après, ça dépend, je pense, de comment chacun le vit, parce qu'il y en a qui vont, par exemple, travailler en tant que manager de youtubeurs dans des agences. Donc là, forcément, ces gens-là, ils ont un salaire fixe. J'imagine qu'ils ont des commissions selon le nombre de contrats qu'ils vont aller chercher pour les influenceurs ou de négociations qui se déroulent bien. J'ai des amis d'ailleurs qui sont encore agents de youtubeurs à l'heure où on parle, mais c'est vrai que on parle pas spécialement de rémunération en soi parce que on sait tous qu'on vit plus ou moins, mais ceux qui sont en agence en tout cas gagnent moins bien, on va dire, que les agents qui sont des agents perso. Après ça dépend aussi parce qu'en fait en tant qu'agent personnel, le problème c'est que ce que tu touches n'est pas fixe. Donc par exemple aujourd'hui tu peux gagner 10 000 €. Comme le lendemain, enfin pas le lendemain, mais le mois d'après, tu vas avoir très peu de rentrées d'argent parce qu'il y aurait pas forcément eu de grosses rentrées d'argent, de gros contrats qui sont tombés. En tout cas pour ma part, c'était en commission sur les contrats que je négociais. En soi, j'aurais pu franchement négocier beaucoup plus puisque moi j'ai fait plus qu'être agent. En réalité, j'étais même plus directrice de l'entreprise de mon youtubeur parce que c'était moi qui il est déjà convaincu à en ouvrir une. Puis après, c'est moi qui l'ai tenu. Je tenais tous les comptes. J'étais l'interlocuteur privilégié du banquier, du comptable, enfin tout le monde. Donc en soi, j'aurais pu négocier plus,
Mais j'en étais pas là. C'était vraiment pour l'expérience que je l'ai fait. Et puis bon, c'était peut-être aussi la naïveté du début. Et puis j'étais assez contente. En soi, je suis pas quelqu'un qui suis trop attachée à l'argent et à ce que je gagne, mais plutôt aux expériences que je vis. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai arrêté après. Parce que quand ça devient, pour moi, en tout cas, trop anxiogène, quand je me retrouve plus dans ce que je fais, je préfère arrêter je préfère arrêter l'hémorragie, quoi. Parce que l'argent, on peut gagner tout l'argent du monde, si on se sent pas bien, c'est inutile de continuer, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Parce que là, on était en quelle année à peu près? C'était les débuts de... Ah oui, on était encore dans les débuts. Oui, j'ai été franchement, j'ai fait partie des premiers. Il y en a qui ont été précurseurs, mais mes amies, justement, elles ont été les toutes premières. Mais allez, j'ai dû arriver, surtout en tant que nana dans le milieu, j'ai dû arriver à être la 3e ou la 4e, quoi, grand max. Et après, oui, il y a eu les autres. Mais là-dedans, je ne compte pas les personnes qui, elles, ont des agences. Parce qu'il y a des gens qui ont des agences et pour moi, je les considère plus comme des directeurs d'agence, des directrices d'agence. C'est pas pareil que être agent de un tel et de un tel et de un tel. T'as un job qui est complètement différent, quoi. Tu dois manager d'autres personnes qui, elles, sont agents. Mais toi, t'es directeur, directrice, donc t'es tout en haut, on va dire. Et toi, tu faisais avec un seul youtubeur, t'en faisais pas plusieurs en même temps? Au début, c'était vraiment un accord qu'on avait. C'était plus moral d'ailleurs. Lui voulait pas que je manage quelqu'un d'autre et puis moi j'avoue que dans tous les cas ça me prenait quand même pas mal de temps parce que il était quand même on va dire un gros youtubeur et pas que, enfin il avait tous les réseaux sociaux confondus plus la partie événementielle qui nous faisait aussi beaucoup voyager. Donc si je travaillais pas sur la partie événementielle, je travaillais sur la partie influence. Si c'était pas le cas, j'organisais sa vie, je prenais même ses rendez-vous pour aller chez le médecin, un peu un tout, quoi. Comme une assistante personnelle à la fois, quoi. Et du coup, tu dis que quand tu t'es associée, c'était avec qui? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je vais pas dire son prénom. Est-ce que c'était aussi un agent ou... C'était un agent dont j'ai entendu beaucoup de bien à la base. Tout le monde me le recommandait, en fait. Mais il se trouve que tout le monde le recommandait parce que les autres, on leur avait recommandé sans pour autant vraiment connaître la personne. Et puis moi, il faut aussi dire que dans tous les cas, même malgré toute l'expérience qu'on a pu avoir, les déceptions que j'ai pu avoir, je suis quand même très contente parce que, en tout cas, cette personne, avec le recul, je me rends compte qu'elle a été, avec moi en tout cas, je pense, bien plus honnête qu'avec les autres. Donc quelque part, je suis contente, en tout cas pour ça, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pleins, j'ai appris beaucoup de choses après coup, mais moi, pour ma part, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas été tant lésée que ça, quoi. C'était plus une question de fierté, une question d'ego aussi, une question aussi de réputation, parce que j'avais peur que ma réputation soit liée à la sienne après ce que j'ai pu entendre, mais non. À moi directement, il m'a pas fait de mal et il a même été plutôt correct et même très correct, vraiment très gentil. Donc avec le recul, je me dis écoute, il était peut-être perdu, c'était peut-être pas un bon moment dans sa vie, il voulait faire plein de choses et puis au final ça a pas marché. Pour la petite histoire, il est parti en vacances très souvent avec la copine qu'il venait d'avoir à ce moment-là et moi j'en avais par-dessus par-dessus la patate parce que je gérais tout, quoi, et la partie terrain et la partie commerciale. Et puis après, je devais rattraper les merdes, excuse-moi le terme, mais c'était vraiment ça. Quand ça avait pas été très bien négocié au départ et qu'en fait, après, il faut rattraper les choses par-ci, par-là, gérer avec les influenceurs telle et telle chose. Donc oui, c'était un peu lourd, quoi. Et c'est ce qui m'a fait abandonner. Et comment ça se passe vis-à-vis du youtubeur comme ça quand tu fais rentrer quelqu'un et que ça se passe mal? Eh bien, c'était une période assez compliquée parce que moi, je leur ai dit, au bout d'un moment, j'ai un peu pété un plomb, pour être honnête, et je leur ai dit, bah écoutez, moi là, ça va pas du tout. Je suis quelqu'un d'assez franc, d'assez transparent aussi. Avec le recul, je me demande si c'est bien, et en même temps, je me dis, je suis ce que je suis, et je pense que je vais pas changer pour rentrer dans des cases ou pour être comme il faut ou il faudrait. Donc oui. J'ai été très honnête envers tout le monde. Je leur ai dit, moi, là, il y a un gros souci pour moi. Je me sens seule. Je travaille toute seule. J'ai toute la pression. Et en fait, vous êtes tous là à l'aduler, mais moi, ça va pas du tout, quoi. Donc, je crois que je vais tout arrêter et qu'ils même me suivent. À ce moment-là, personne ne m'a répondu. En fait, je pense que eux-mêmes, ils y croyaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous fait une crise. Et en fait, non. Quand ils s'en sont rendus compte après coup,
Ils sont tous revenus vers moi en me disant oh, mon Dieu, Elodie, t'avais raison. Oh là là, mais tu sais pas ça. Oh, j'ai pas été payée de ça. Oh, j'ai appris ça. Et si, et mi. J'avais envie de leur dire, enfin, je t'avais prévenu, quoi. On se livre un peu plus quand même dans cet épisode. Hein. J'ai reçu déjà une agent d'influenceurs qui nous a raconté les mêmes histoires, comme quoi il y a des agents qui ils sont pas transparents, ils partent avec l'argent. Et j'ai l'impression que c'est super commun dans le milieu. Quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est super commun, oui et non. Je pense que c'est comme dans tous les milieux. C'est juste que dans celui-là, comme il est en vogue, forcément on en entend un peu plus parler. Et du moins plus qu'avant, parce que maintenant les langues se délient. Mais dans tous les milieux, c'est pareil. Enfin, je veux dire, même dans le milieu de la vente, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui volent. Enfin, c'est comme ça. Et je pense que c'est le propre de l'être humain, tu vois. C'est comme ça. On n'est pas parfait. Et puis, il y a forcément des gens qui ont envie de profiter à un moment donné d'une grosse rentrée d'argent, qui se disent c'est le moment de mettre de côté. Enfin, moi je l'ai entendu dans tous les milieux, donc ça m'étonne pas plus que ça, tu vois. Et tu dirais quoi? Parce que c'est vrai que le milieu des influenceurs, ça fait beaucoup rêver, surtout les jeunes, ados, les personnes post-bac, ils ont tous envie de travailler dans le milieu de l'influence. Qu'est-ce que tu leur dirais justement, toi qui as vu un peu l'envers du décor? J'ai juste envie de leur dire que de toute façon, s'ils ont envie de le faire, il faut le faire. Mais que comme pour tout travail, en fait, il y a des bons et des mauvais côtés. Et puis, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, s'ils veulent vraiment, il faut le faire. Mais par contre, il faut pas oublier. Moi, je parle plutôt aux jeunes là qui adulent certains youtubeurs ou certains influenceurs ou voilà des célébrités. Moi, j'ai juste envie de dire, faut pas oublier que il reste juste des êtres humains. Et souvent, quand on me dit, oh, mais t'as travaillé avec un tel. Moi, je suis là, je me dis oui. Et et puis même dans ma famille, je veux dire, j'ai mes petites cousines qui m'ont déjà supplié pour rencontrer un tel, et puis bon, je l'ai fait parce que ça leur faisait plaisir. Mais j'ai juste envie de leur dire, au même titre que les footballeurs, tu vois, ça fait rêver en fait. Ce sont des milieux qui font rêver. Dès qu'il y a un peu de strass, de paillettes, d'argent, ça fait rêver. Mais ces gens-là, ils sont comme nous. Ils ont des problématiques comme nous. Enfin, des problématiques différentes, parce que chacun a son niveau de problème dans la vie, mais tout le monde a des problèmes. On dort tous, on se lève tous, on va tous aux toilettes. Enfin bref, je nous mets vraiment tous sur le même pied d'égalité. Et à trop mettre des gens sur un piédestal, on en oublie sa propre valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi-même à un moment donné, je me suis rendu compte, au tout début en tout cas, que j'ai tellement été impressionnée, notamment par exemple par le tout premier youtubeur avec lequel j'ai travaillé. Au début, j'étais impressionnée parce qu'il avait accompli, parce qu'il revenait de loin. Pour moi, ça forçait le respect, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais à être trop impressionnée, j'en ai oublié ma propre valeur. Et c'est pour ça que je me suis sous-estimée et que je n'ai pas, à mon sens, mis les points sur les i et dès le départ dit voilà, je sais ce que je vaux. Et puis en plus, je le savais, hein, mais j'ai été incapable de le dire dès le début, quoi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que ce travail-là vaut, et il me faudrait tant. Et c'était juste impossible, parce que je me suis dit, non, mais waouh, enfin, je débute à peine, et puis c'est une chance incroyable. Bien sûr, il faut le voir comme ça, mais il faut pas en oublier sa propre valeur, le travail que l'on fournit, en fait. Donc voilà, j'ai juste envie de dire, si ça vous plaît, faites-le, mais n'oubliez pas de rester, enfin, d'avoir les pieds sur terre. Toujours, parce que quand bien même vous fréquentez ce monde-là, il se peut même que vous en fassiez partie, mais un jour ou l'autre, on peut être tout en haut et puis le lendemain tout en bas. Et cette redescente, elle peut faire très mal. Et c'est déjà ce qui est arrivé à de nombreux influenceurs, et puis c'est ce qui arrive aussi aux influenceurs qui n'étaient rien ni personne et qui du jour au lendemain deviennent quelqu'un. En fait, la notoriété, ça les tétanise, ça leur monte à la tête à d'autres. Et c'est dangereux en fait. Tous ces sentiments qui sont exacerbés, c'est dangereux en fait. Les excès, c'est pas bon. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai l'impression de m'être perdue. Et toi, donc du coup, t'en as marre de ton associé. Comment tu te dis j'arrête ça pour de bon? C'est à ce moment-là que t'as décidé de reprendre tes études? Alors c'est un peu bizarre, mais oui. En fait, j'ai décidé presque du jour au lendemain parce que je me suis rendu compte que j'étais lessivée. Que les derniers contrats que j'avais gérés, vraiment du début à la fin, parce qu'à la base c'était pas censé être le cas, et puis surtout les choses que j'ai dû rattraper m'ont vraiment fatiguée.
Je me suis retrouvée à pleurer, à me demander mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je rattrape ça? Ça aurait pas dû se passer comme ça. Et tout ça pourquoi? Pour une grosse somme d'argent. Et puis qui au final ne me reviendra même pas parce que moi je touche une partie de ça. Mais en fait je m'épuisais plus qu'autre chose et pour les autres. Donc j'ai écrit à tous les influenceurs, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit c'est pas grave. De toute façon aujourd'hui, enfin là il y a quelque temps ils ont eu besoin de moi, demain ils ont plus besoin. Et c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est le propre de l'être humain encore une fois. Tant que t'es utile, on te considère et puis quand tu ne l'es plus, on ne te considère plus. Donc c'est pour ça que je n'accorde pas forcément d'importance à la célébrité, mais plus aux relations, aux véritables relations, tu vois. Donc je me suis retournée vers mon chéri, qui était déjà avec moi à l'époque, et je lui ai dit je tiens plus, j'en ai marre, je suis lessivée, puis j'avais aussi des problèmes personnels, et il m'a dit écoute, quoi que tu fasses, moi je te soutiens. Et c'est là que j'ai décidé de tout abandonner. Et j'avoue, j'ai fait ce qui ne se faisait pas, j'ai juste coupé le téléphone, j'ai arrêté de répondre à tout le monde pendant un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai tourné la page et j'ai décidé de repartir vivre dans le sud, de me rapprocher de ma famille parce que au final je les voyais très peu. Alors certes, on avait la belle vie quand je redescendais, j'offrais tout à tout le monde, on sortait souvent, c'était pas l'argent qui manquait, mais je les voyais moins souvent. Donc je me suis dit je vais retourner aux vraies choses et je vais passer plus de temps du vrai, oui, du temps qualitatif avec ma famille. Certes, on aura moins d'argent, mais on aura plus de temps. En fait, toi aussi, t'as eu cette redescente, quoi. Ah oui, complètement. Du coup, tu dis que t'en as marre, t'as envie de te rapprocher de ta famille. Et comment tu décides de reprendre tes études? Parce que t'avais 28 ans, donc l'approche de la trentaine. Donc c'est super rare de reprendre ses études. En général, c'est plutôt rare de reprendre ses études. Ouais. Comment t'as eu le déclic? Parce que c'est quand même un investissement financier, de temps. On se dit toujours, peut-être on est un peu trop vieux, ça va prendre du temps. Comment tu t'es dit, moi je vais le faire et surtout c'est ça qu'il faut que je fasse? En fait, à ce moment-là, ça se passait pas forcément très bien dans mon couple aussi. Lui, je savais qu'il avait cette envie de retourner à l'école, ou du moins il s'était dit qu'il avait pas fini son cursus, qu'il voulait un master. Moi, je lui avais déjà raconté mon histoire. Mon histoire est assez comment dire, j'ai eu beaucoup de rebondissements dans ma vie étudiante. J'aurais dû être diplômée il y a longtemps de cela, mais ça ne s'est pas fait. Donc, en fait, j'avais un peu ça sur, tu sais, ici, là, et puis sur la conscience, et puis les boules, enfin, tout ce que tu veux. Donc, je me suis dit, il faut que j'achève ça. Il faut vraiment que je termine ce chapitre de ma vie, parce que je voulais, en fait, décrocher un master. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que. Mais je voulais pas laisser la vie décider pour moi, tu vois. C'est moi qui décide que je l'ai pas et je fais clairement pas ce qu'il faut et d'accord, pas de souci. Soit je me battrai pour avoir ce que je veux, si je le veux. Donc, d'un accord commun, on en a discuté. Je lui ai dit que moi, j'avais envie de prendre ma revanche sur l'école où j'ai été et j'avais envie de retourner dans cette même école, mais par contre ce coup-ci de décrocher mon diplôme en fait. Et là il m'a dit ok, moi je suis chaud, je te suis. Et donc on l'a fait à deux. Au final rien ne se passe vraiment comme on veut dans la vie parce que lui il a même pas pu finir son cursus. L'école ne lui a pas laissé l'occasion en fait de terminer. Parce qu'il avait changé d'entreprise entre-temps et la deuxième entreprise quand la deuxième entreprise a donné son feu vert, c'était une très grosse entreprise parisienne. En fait, l'école a juste dit, non, on est en vacances, donc non, là, c'est plus possible. Donc, c'était un peu la déception pour lui et moi à ce moment-là. Puis, on allait commencer la période de Covid. Et il a passé un sale moment. Moi, j'ai continué l'école. Et au final, pareil, écoute, j'ai fait tant bien que mal parce que ça a été très dur. J'ai pris la décision, encore une fois, assez rapidement. Mais après, ce que tu vis, c'est autre chose. Du coup, j'ai été à l'école. La différence d'âge ne s'est même pas vue. La plupart de mes camarades de classe me donnaient même pas mon âge. Puis par contre, quand ils apprenaient ce que j'avais fait, mon parcours, là, ils me regardaient avec des yeux différents. Ils me demandaient tous si je connaissais un tel et si j'avais travaillé avec un tel et comment ça s'était passé. J'ai même donné des cours. Oui et non, c'est pas vraiment des. Enfin oui, j'ai donné des cours pendant que moi j'étais en cours dans une autre école de commerce parce que j'ai été sollicitée en fait. Et dans l'influence, dans le marketing d'influence. Et moi-même, j'ai fait des interventions dans ma propre école, dans mes propres cours de marketing. Et ma prof de marketing me disait qu'en fait, pour elle, c'était quand même incroyable d'avoir dans ses cours quelqu'un qui avait eu une telle expérience
et que c'était bénéfique pour tout le monde en fait, pour elle, pour les élèves, et au final elle m'a laissé la parole un long moment. Donc franchement c'était super cool. C'est toujours du partage en fait, mais ça n'a pas été facile parce que les entreprises dans lesquelles j'étais au final n'ont pas été fous de tout repos. Ouais, parce que tu étais en alternance toi, du coup. C'était une façon de financer ses études peut-être. C'est ça, mais l'entreprise te paye ton école. Exactement. Ouais. Mais tu connais ça aussi maintenant. Oui, je connais. Mais oui, du coup, moi j'ai fait 2 alternances en 2 ans. Et oui, il faut toujours que je fasse les choses différemment des autres, tu sais. Quand tout le monde fait 2 années une entreprise, moi je fais 2 années 2 entreprises. Bref, la première, j'ai quitté du jour au lendemain aussi parce que je n'ai pas supporté la manière qu'avait la directrice de traiter ses employés. Paix à son âme d'ailleurs, parce que j'ai appris qu'elle était décédée malheureusement. Mais voilà, je j'étais pas du tout raccord. Je pouvais pas en fait manager des gens qui pleuraient du matin au soir, qui se sentaient mal dans leur peau, qui étaient stressés. Et puis après, quand j'ai changé de boutique, il se trouvait qu'en fait, d'un côté, j'étais avec des gens que j'adorais, mais qui étaient mal dans leur peau, qui étaient sous pression, ça ne se passait pas bien du tout. Puis j'ai changé de boutique, mais toujours avec la même directrice, enfin sous la même direction. De l'autre côté, en fait, c'était les nanas, ça n'allait pas du tout, quoi. Rivalité entre nanas, jalousie. Les copines, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, mais toi, comme je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être elles pensaient que j'allais avoir envie de récupérer leur poste, tu sais. Alors que moi j'étais là pour juste le temps de faire mes études. Bah ça s'est très mal passé. Et au final, un matin, j'ai décidé que je partirais. Pour la petite anecdote, je te la raconte si tu veux. Je vais faire court. En gros, j'ai demandé à la directrice si j'avais le droit, normalement je n'ai pas à demander, de refaire ma carte d'identité parce qu'il fallait que je passe un examen. Donc sans ta carte d'identité, tu sais, tu peux pas passer ton examen. Et il se trouve que elle me dit oui, pas de souci, mais tu me rediras quand tu auras besoin de ce jour. Je lui dis bah c'est dans un mois. Et elle me dit non mais attends, un mois, c'est dans trop longtemps, tu m'en reparleras une semaine avant. Donc je lui en reparle deux semaines avant quand même. Je me dis je prends un peu de marge. Non mais ça va pas, non, 2 semaines avant, bah tu m'en reparles une semaine avant. Je lui en reparle une semaine avant, elle me dit non, ça va pas du tout, tu m'en reparleras quelques jours avant. Donc je lui en reparle quelques jours avant, je lui envoie un texto, je double, pas de réponse. Le jour j'y arrive, et tu sais c'était la période de Covid, il fallait prendre rendez-vous, etc. J'y vais. Sauf que la manager de l'époque, donc elle revient de ses vacances, elle avait 22 ans, beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs. Et je lui dis bah écoute moi aujourd'hui j'ai mon rendez-vous, faut que j'y aille. Et elle me dit ah non mais tu vas nulle part. Je lui dis bah écoute c'est prévu, je te montre les textos. Non mais tu restes là parce que la directrice elle m'a pas dit que t'étais pas dans le planning donc tu ne désertes pas ton poste quoi. Et je lui dis écoute vous êtes nombreuses. J'avais envie de lui dire quand tes copines elles prennent 40 minutes de pause ou 30 minutes ou 20 minutes pour aller prendre un beignet à côté le long de la rue, tu dis rien, mais moi pour mes papiers Et donc je suis partie et je suis revenue et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je partais parce que la directrice m'a mis une soufflante et elle était toute contente évidemment. Et moi j'ai dit à ce moment-là bah écoutez, il y a pas de problème. Et j'ai fait un grand sourire et ce jour-là, j'ai décidé de partir. 1 semaine, 2 semaines après, je lui ai annoncé que je partais quoi. Ouais. Non mais c'est compliqué dans ce milieu-là. Justement, tu fais face à toutes ces difficultés. Ouais. Et t'as pas un moment où tu te dis bon finalement peut-être je m'en fiche de finir ces études quoi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est bon, je suis en paix avec tout ça, j'ai pas besoin d'aller au bout. Oui, si complètement, parce que tu vas rire, mais là à ce jour je ne suis pas encore diplômée. Et j'ai fait la paix avec ça. Pourquoi? Mais là c'est parce que en fait c'est moi qui n'ai pas rendu mon mémoire parce que j'estimais que je n'avais pas. C'est bizarre ce que je vais dire. Hein. Mais tu sais, moi j'estime qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour se reposer, un temps pour faire la fête, un temps pour travailler. Et en fait, j'ai beaucoup trop travaillé parce que dans la deuxième entreprise dans laquelle j'étais, c'était une dame que j'appréciais énormément. Au final, j'en ai beaucoup fait. J'étais à la fois à la boutique, mais aussi derrière les écrans parce que j'étais la community manager. Et en fait, quand je rentrais, j'étais juste lessivée. Mais quand je te dis lessivée, c'est lessivée. Et j'avais pas la force de rédiger ce mémoire. Et puis c'était psychologique aussi, je m'inquiétais pour elle, je suis quelqu'un de très empathique et je me suis dit non, c'était trop dur, tu vois. Et j'ai fait la paix avec mes émotions, avec moi-même parce que je me dis toujours que j'essaie de faire au mieux à chaque fois.
Donc si j'ai pas pu le finir, c'est parce que c'est comme ça. J'ai pas réussi, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et j'ai eu des notes mais excellentes partout. Tu verrais mon bulletin de notes, il est incroyable. Mais j'ai pas rendu ce mémoire. Et en fait, j'ai expliqué à l'école que moi, j'ai pas envie de faire les choses moyennement. C'est soit je les fais bien, soit je les fais pas. Et ils m'ont dit c'est tout à ton honneur, mais Elodie, enfin du coup tu l'as pas rendu quoi. J'ai dit non. Et au final, je vais te dire, j'ai même pensé à payer quelqu'un. J'ai fait des démarches. On m'a dit tiens, je connais un tel qui peut payer, que tu peux payer pour finir ton mémoire. Puis après je me suis dit mais en fait tout ça c'est pas moi. Parce que moi, si je le fais, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit mon expérience. En plus, j'avais envie de parler de mes expériences professionnelles, tu vois, dans mon mémoire. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu mentir, tu vois. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas le faire. Si c'est pour faire ça, quoi. Et donc là, j'ai rappelé l'école, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, d'ailleurs, pour leur dire que, encore une fois, ils m'avaient laissé un délai et qu'en fait, comme j'ai ouvert des entreprises, c'est impossible, quoi. Mais j'aimerais bien un jour le rendre. Pour moi. Pas pour les autres. Je vais pas écrire le mémoire pour même pas pour l'école en soi, c'est pour moi parce que je vais garder ces écrits, tu vois. Un peu comme cette interview. C'est marrant parce qu'on dirait que tu as peur de finir un peu. Non, 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 vraiment pas. Mais je me suis pas donné les moyens de le terminer réellement. Faut être honnête avec soi-même. J'ai préféré prendre le temps de me reposer. J'ai préféré prendre le temps de partir en vacances. J'ai préféré prendre le temps de faire du sport. En fait, j'étais tellement à bout de nerfs, je vis tout le temps à 100 à l'heure, tu vois, qu'il y a des moments où j'aurais pu les prendre pour bosser. Mais je l'ai pas fait. Je m'en veux plus aujourd'hui. Et puis au pire, si je l'ai pas, c'est pas grave, tu vois. Enfin, j'ai le niveau, je peux le rendre quand je veux. Puis bon, vu l'école dans laquelle j'ai été, il suffit que je paye et je rends mon mémoire en même temps. Et puis là, ils vont décider de le lire, tu vois. Et alors, comment vous avez eu l'idée de créer Mafana avec ton conjoint et ton frère? Parce que donc du coup, tu te retrouves à finir ton école et quand même entre une école de commerce et Mafana, c'est un monde. Donc comment ça s'est passé? Comment vous en avez eu l'idée? Surtout de faire ça tous ensemble? En fait, mon frère m'a appelé et il m'a proposé de partir dans cette aventure avec lui. Et il se trouve que nous, on a grandi dans le milieu de la restauration. Mon frère a commencé à me faire bosser depuis l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que je suis dans le milieu de la restauration depuis que j'ai 14 ans. Et lui-même avait déjà commencé à l'époque sur l'île de la Réunion à ses 14 ans. Donc c'est un peu une histoire de famille. Quand il m'a appelé, je me suis dit non, la restauration c'est pas pour moi. Je vais plus avoir de vie, je me plains déjà de plus avoir de vie. Je suis crevée, je fais 1000 choses à la fois. Si je fais ça, je vais crever quoi, je vais crever au boulot. Et ben tu vois bien que j'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter. Entre-temps, moi, il y avait mon chéri qui, lui, voulait absolument qu'on monte une boîte dans la com, etc. Et on commençait à avoir des clients. Donc, il y avait un gros dilemme. C'était soit on continue dans cette voie, soit on arrête tout, on fait Mafana, quoi. Et Mafana. Et moi, je lui ai dit non. Je vois pas pourquoi on aurait à choisir. On peut faire les deux. Par contre, l'un de nous deux devra forcément faire plus de l'un ou de l'autre. Donc lui, il est resté sur la partie communication. On gère des comptes Instagram, on donne des conseils en communication aux entreprises et c'est un peu du community management aussi, de la création de contenu aussi beaucoup. Donc on a des salles de sport, on a des restaurants, on a des boutiques de bijoux, enfin bref, beaucoup de choses. On travaille aussi avec des particuliers, on fait des shootings. Donc ça, c'est plus mon chéri qui se la gère, cette partie-là. Et de temps en temps, je l'aide. Et moi, je me suis complètement détachée. Et puis d'ailleurs, je trouvais ça sympa qu'on ait quand même 2 activités bien distinctes malgré tout, même si on s'entraide d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense qu'être trop l'un sur l'autre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc moi, je me suis mis à 100% sur Mafana. Et voilà, en fait, depuis le mois de mars, parce qu'on a ouvert le 13 mars exactement à la Halle des Saveurs, on a inauguré ce bel espace. Tu fais quoi exactement du coup pour Mafana? Alors, je fais quoi? C'est tout. Encore une fois, voilà. Je n'ai plus de vie, mais ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je peux pas me plaindre parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et puis je me sens accomplie parce que je participe à la vie d'autres personnes. C'est moi qui ai entre guillemets offert un travail à des personnes. Je m'épanouis là où je suis parce que je sais que j'apporte de la chaleur, du bonheur aux gens qui viennent manger chez nous. Parce qu'ils nous disent que c'est super bon, que c'est chaleureux, qu'ils retrouvent pas ça partout, qu'on est vraiment exceptionnel. Et
je touche du bois pour rester comme ça et que ça reste indéfiniment comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on voulait apporter. Mon frère c'est quelqu'un de passionné par la cuisine et moi, je suis passionnée dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. Donc je suis corps et âme dans ce projet. Je connais mes clients par leur prénom. J'ai le numéro de certains d'entre eux. Je reconnais les visages de chaque personne que j'ai déjà vue, ne serait-ce qu'une fois. Donc oui, je suis très contente là où je suis. Je suis à la fois directrice, serveuse, assistante sociale, parce que c'est vrai on écoute de tout aussi. Les gens me racontent leur vie, hein, et ça me fait plaisir en soi, parce que c'est des petits moments pour eux qui sont importants, parce qu'il y en a certains qui se sentent seuls. Et tant que je peux apporter ça, je le fais. Si demain je peux pas et que j'ai pas le temps, ils le comprennent aussi et ils le voient. Et c'est les premiers à me dire bon bah là je vois que tu travailles, je te laisse. Mais oui, c'est avant tout une histoire humaine en fait. Et t'es contente de travailler avec ton frère? Ouais. Ouais. Je sais, c'est un peu bizarre pour beaucoup de personnes parce que ils me disent, moi, si je travaillais avec mon frère, on s'arracherait les cheveux, ça va pas du tout, enfin, ça n'irait pas du tout. Et en fait, nous, c'est tout l'inverse. Alors oui, bien sûr, on a chacun nos caractères, mais comme on sait qu'on a chacun nos caractères et qu'on a le même, il y en a toujours un qui, à un moment donné, tu vois, baisse le ton ou prend sur lui, tu vois. Et en fait, on est vraiment des copies conformes l'un de l'autre. Et je pense que ça nous aide. Et c'est surtout cette volonté commune de réussir ce rêve en commun qui nous fait tenir. Donc oui, je suis très contente de travailler avec mon frère. Je pense que c'est le meilleur des associés et j'aurais pas pu avoir. Enfin, c'est une chance immense que j'ai. Et je pense qu'il l'a aussi quand même. J'espère. Et comment vous avez choisi? Donc vous faites restauration sur place, traiteur aussi, Oui. vous faites pour les événements. Comment vous avez choisi de faire plutôt ce type d'activité plutôt qu'ouvrir un restaurant? En fait, tu sais, la vie, c'est une question d'opportunité. Je le répète souvent. Mais puis, il y a des opportunités que tu saisis, d'autres non. En fait, à la Halle des Saveurs, c'est assez drôle si je te raconte l'histoire. Parce qu'à la base, ce qui s'est passé, c'est que mon frère, lui, il est diplômé en mécanique automobile. Donc, rien à voir avec la cuisine, tu vois. Il était en train de réparer une voiture juste à côté. Et là, on lui dit, mais tu sais que là, le grand bâtiment en construction, ça va être une halle. Donc, toi, on m'a dit que tu aimais bien cuisiner. Tu veux pas te renseigner? Ça te dirait pas d'ouvrir un truc? Et puis lui, il rigole, il dit, mais tu sais que moi, si je demande quelque chose là, je l'aurai. Un peu sûr de lui, tu sais, mais voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il l'a, tu vois. Donc, il va à la mairie et il se présente, habillé tout en mécano, tout noir, n'importe quoi. Moi, j'aurais pris la peine de me changer, de me laver, mais bon, lui, il est allé comme ça. Et il a rencontré la personne qui gère un peu. Il a demandé à la rencontrer. Elle lui a dit, écoutez, elle l'a regardé de haut en bas. Elle lui a dit, écoutez, je vous laisse 5 minutes. Mon frère a dit, c'est pas grave, ce sera suffisant. Ils sont restés 1h30 dans le bureau. Ils ont discuté de toutes ses expériences professionnelles. Il lui a montré des photos de ce qu'il faisait parce qu'en fait, pour la petite histoire, il avait déjà été traiteur pour des événements particuliers et compagnie à côté. Donc oui, en fait, elle était choquée. Elle lui a dit mais c'est super. Mais écoutez, vous avez une place si ça vous dit quoi. Et de là, il m'appelle et me dit je me vois pas le faire seul quoi. Et en fait, il y avait d'autres personnes avec qui il voulait le faire, mais ça s'est pas fait. Puis en fait, il y a eu tu sais, comme dans toute association, ça se passe pas toujours bien. Donc, au final, il m'a dit, écoute, moi, c'est soit je le fais avec toi, si ça te dit, soit je sais pas, je revends ma place. Et sur le coup, j'avais encore envie de lui dire non, et je lui ai dit non. Mais en fait, j'ai pas donné de réponse du tout. Mais un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, Elodie, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment embêtée. Il y a la nana de la mairie qui m'appelle parce que il faut absolument alimenter le journal de la ville. Il nous faut des photos. Et comme on est photographe, il me dit faut que tu montes la semaine prochaine. Viens, faut faire des photos. Donc là, j'ai pris sur moi. J'ai dit à Mickaël, écoute, on abandonne tout. Si on a des clients, c'est pas grave. Tu annules tout. On monte, on va aider mon frère et on verra. Et en fait, quand je suis montée, il me dit, tu sais, les yeux doux. Il me dit oui, en fait, tu sais, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le maire. Et tous les autres commerçants, je veux pas y aller tout seul. Tu veux pas venir? C'était pas la semaine d'après, en fait, c'était un mois après, je pense, enfin quelque chose du genre. Et je lui dis bon, d'accord, je vais t'accompagner. Et j'ai l'habitude d'accompagner mes grands frères, donc dans tout ce qu'ils font. Donc je me suis dit ok, j'y vais. Donc j'ai booké mon train et je suis venue. Et là, je vais à ce rendez-vous. Je me rends compte qu'en fait, ça c'était pas du vent, quoi. Tu vois.
C'était un big projet. Bientôt, il y aura la ligne de métro en plus qui arrive là-bas, la métro 14, tu sais, Grand Paris. La ville est en pleine ébullition, elle est en train de s'agrandir. Le maire a beaucoup de projets pour la ville. Et ça, c'était entre guillemets son premier bébé, quoi, tu vois. Des millions d'euros investis. Et là, j'avais les yeux tout écarquillés. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et là, je regarde mon frère et pendant le speech, il me dit, oui, vas-y, parle, présente-toi, présente ce qu'on va faire et tout. Moi, je le regarde, je me dis, mais je sais même pas ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, j'ai quand même pris la parole. Et là, le maire nous demande, oui, bon, bah, du coup, est-ce que vous serez tous prêts pour l'ouverture? Ouverture annoncée un mois après, quoi. Et là, je regarde mon frère avec des grands yeux, je lui dis, mais c'est le mois prochain, l'ouverture? Et puis, il me dit, bah oui. Et je lui dis, mais comment tu vas faire pour être prêt? En fait, il y avait rien. Le sol était, il y avait rien de monté, quoi. Et puis, il me dit, t'inquiète pas, je vais le faire. S'il faut le faire, je vais le faire. Et je lui dis, ok, d'accord. Donc, je bluffe. Mais à ce moment-là, c'était pas vraiment un bluff. Je crois à mon frère quand il dit les choses. Donc, c'était pas du bluff. J'ai juste dit, on sera prêt. Et on était prêts. Et on a fait partie des seuls à être prêts, d'ailleurs. Parce que la halle n'était pas remplie à son ouverture. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, le 13 mars. Voilà. Wow, j'adore l'histoire. Et alors, comment ça se passe? Parce que quand tu fais partie d'une halle comme ça, est-ce que, comme là, c'était un projet du maire avec des places, est-ce que c'est des prix qui sont réduits par rapport à si t'as un local Non, ou pas non? spécialement. En fait, si tu veux, enfin, c'est vraiment comme dans, je pense, hein, parce qu'après, je me suis pas non plus penchée trop sur le sujet de toutes les halles, bien que ça soit à la mode, qui en est un peu partout dans le monde aujourd'hui. En fait, c'est plus une question d'opportunité qui a fait qu'on a choisi. On s'est pas vraiment penché sur le prix ou quoi que ce soit. On s'est juste dit, c'est une belle opportunité, on va le faire. Et on verra ce que ça donne. Parce que, tu vois, enfin, on n'a pas spécialement les reins très solides comparés aux autres. Parce qu'il y en a, ils sont arrivés, ils avaient investi 500 000 euros, 100 000 euros. Enfin, le moins cher, en tout cas, les personnes qui se sont installées dans la halle, c'était du 50 000 euros d'entrée de jeu, tu vois. Et nous, enfin, mon frère et moi, on a fait du plus un peu partout, tu vois. Et puis surtout, chacun ses compétences. Donc moi, j'ai ramené la partie communication. Lui, il a monté de ses propres mains et je l'ai un petit peu aidé à la fin, mais plutôt sur la déco avec Michael et bien sûr toute la communication où en fait on a pensé au concept, au nom, tout ce qu'il y avait autour. Mais mon frère a monté de ses propres mains le stand, donc forcément, ça nous a permis, entre guillemets, d'économiser, tu vois. Donc, niveau tarif, je pourrais pas te dire en soi si, par exemple, dans la Île et Rose, on paye plus ou moins. Et puis, enfin, c'est pas tant le sujet, mais Non, non, c'est plus que comme je connais pas du tout les halles et puis comme vous vous êtes lancé comme ça, je me demandais si ça valait, si c'était moins cher d'avoir une place dans une halle. pour être honnête, aujourd'hui, c'est vrai que nous, si on avait aujourd'hui l'opportunité d'avoir un restaurant, on la saisirait. Parce que la difficulté dans la halle, en tout cas actuellement, je pense que ça changera très bientôt, mais c'est qu'on dépend de la halle, des décisions communes, enfin de tout le monde, quoi, tu vois, des horaires, et on n'est pas libre, tu vois. Alors que moi, j'ai un milliard d'idées, je me réfrène énormément, j'ai plein de leviers de communication que je n'ose même pas, tu vois, appuyer parce que je me dis si je fais ça et qu'après en fait les horaires ça marche pas ou ça, tu vois, c'est ouais, trop de paramètres, tu vois, qui rentrent en jeu et j'avoue que un restaurant à nous seuls aujourd'hui ça m'intéresserait beaucoup, mais en même temps je me dis c'est une autre problématique aussi, tu vois, parce que là c'est une autre gestion, c'est autre chose parce qu'un stand ça reste un stand, t'as moins de préoccupations, tu vois. Et puis c'est plus facile pour se lancer, j'imagine, parce que tu as déjà des clients qui viennent à la halle, tu as moins besoin d'amener tes propres clients en fait. Oui, mais tu vois, comme la halle, elle est récente, c'est pas non plus. Enfin voilà, il y a tout à faire. Donc moi, ce qui me sauve, contrairement peut-être à d'autres, c'est que j'ai réussi à construire et à consolider une vraie communauté, à avoir une vraie clientèle. On va dire qu'aujourd'hui, 95% de ma clientèle enfin, c'est des clients fidèles, tu vois. À tel point qu'aujourd'hui encore, j'ai compté le nombre de nouveaux visages. J'ai vu les gens, je leur ai dit, mais c'est la première fois que vous venez, vous? On dit, oui, mais ma maman, elle vient tout le temps. Et je souriais, tu vois, parce que je leur ai dit, bah, j'ai pas forcément une bonne mémoire des prénoms, mais je retiens les visages. Et ça sert quand même quand on travaille dans ce milieu.
Mais je mettrai tous vos réseaux sociaux. En tout cas, c'est vrai que c'est super sympa parce qu'on vous voit souvent danser devant votre stand. C'est pareil. Ouais, c'est vrai que c'est hyper chaleureux. C'est à ton image en Merci. tout cas. Donc c'est vrai que ça te donne envie de venir. Et quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu leur as dit que tu voulais te lancer avec ton frère? Parce que toi, t'as été surprise et ton entourage, Ça n'a pas comment forcément il a été réagi? très bien accueilli. Je m'explique. En même temps, je les comprends. Parce que travailler avec la famille implique toutes les problématiques qu'on peut imaginer dès le début, tu vois. Au final, il y a aucune problématique. Nous, on s'aide, on s'entraide. Mon frère, quand il a des difficultés, je fais en sorte de l'aider si je peux. Si je peux pas, ben, je lui dis je peux pas. Et là, à ce moment-là, il avait besoin de moi et au final, aujourd'hui, on a besoin l'un de l'autre et on nourrit un rêve en commun, tu vois. Donc ça nous tient, mais au début, je sais que même notre maman, elle s'est dit mais qu'est-ce qu'ils me font encore ces deux-là? Et puis s'ils se disputent, comment ça se passe? Mais en soi, pour moi en tout cas, chez nous, la famille c'est essentiel. Et j'aurais beau me prendre la tête avec les personnes de mon entourage et de ma famille, ça reste ma famille, contrairement à des amis ou à d'autres personnes que je ne connais pas. On peut peut-être se prendre la tête, on peut peut-être ne pas se parler pendant des années, ce qui a été le cas d'ailleurs. Hein, mon frère et moi, on s'est pas adressé la parole pendant des années, mais là, en plus, on travaille ensemble, donc on se doit en fait, tu vois, on se doit des comptes l'un à l'autre, et ça marche plutôt bien. Mais ça n'a pas été très bien accueilli, ouais. Et les gens, je pense qu'ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets, ils se sont demandé si ça irait, si on s'entendrait bien, si mon frère, tu vois, enfin voilà, il est plus grand que moi. Est-ce qu'il est pas en train de faire la chose pour que moi je reste là et que lui après il se détache? Est-ce que il est pas en train de m'utiliser? Enfin bref, tu sais, les gens qui peuvent penser tout ce qu'ils veulent, alors qu'au soi, pas du tout. Je veux dire, je reste sa petite sœur. Non, au contraire, on a même plutôt tendance à se réfréner quand d'autres personnes nous parlent mal ou agissent d'une mauvaise manière avec l'un et l'autre. Tu vois, nous c'est plutôt dans ce sens en ce moment qu'on est en train de se réfréner. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des fois où je supporte pas la manière dont certaines personnes parlent à mon frère. Et inversement, même dans la halle, tu vois, ça peut arriver où, je sais pas, moi, je me prends la tête avec quelqu'un, parce qu'on reste des êtres humains, tu vois. Et tu sais, comme je suis directrice maintenant, je me dis, bah, Elodie, faut que tu te taises, tu vas faire un grand sourire, ça va aller. Mais en fait, c'est mon frère qui est plus énervé que moi, tu vois. Donc, non, on se protège. Et alors, ça serait quoi votre rêve à tous les deux pour Notre ma rêve à tous fan? les deux, je pense qu'on est déjà d'ailleurs en train de le réaliser. C'est bon, déjà là, on a ouvert un second. Enfin, oui, je dis un second parce il y a d'autres choses qui vont arriver. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait ouvrir ou plutôt dupliquer ces deux concepts dans d'autres halles ou simplement dans d'autres villes dans le monde. On verra à terme. On n'y est pas encore, mais déjà, on essaie de bien structurer les choses. C'est vraiment pas évident. Parce que tu vois, être au four et au moulin, c'est une catastrophe. Ah ouais, ben tu vois, par exemple, j'ai passé le permis, j'ai passé la formation HACCP, enfin, il y a un milliard de choses à faire. Et tu vois, pour respecter à la règle tout ça, c'est la croix et la bannière, quoi. Et je sais que j'y suis pas encore tout à fait, mais je travaille pour. Et je me dis, de toute façon, j'arriverai pas à être parfaite, mais je tends à le devenir, tu vois. Et c'est ce que je veux. Et puis voilà, c'est pas facile. Mais voilà, le rêve, il est là. Mais avant de penser à grandir, il faut déjà structurer là où tu es. Donc là, c'est aujourd'hui, on va dire notre objectif à l'instant T, c'est de structurer et bien faire fonctionner ce qui est déjà là. Parce que par exemple, je te donne une petite info comme ça. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, on ne sait pas encore si ça va fonctionner ou pas. Mais on nous a proposé de récupérer le bar qui est dans la halle. Donc voilà, potentiellement on aura aussi un bar. Vous allez avoir toute la halle. C'est pas le but. Il faut que non, le but c'est la diversité et tu vois ça c'est pareil. Il y en a beaucoup qui nous disent et du coup la concurrence et nous avec mon frère on rigole parce qu'on se dit mais quelle concurrence? On n'est pas en concurrence avec nos collègues de la halle, au contraire. Déjà d'une la concurrence c'est ce qu'il y a de mieux, enfin c'est ce qui peut nous arriver de mieux parce que plus on aura une offre, plus ce sera divers et mieux ce sera. Et puis aussi ça nous challenge parce que s'il y a des gens qui font des choses bien, ben on regarde, on se dit ah ouais, sympa ce qu'il fait, bah nous aussi, tu vois. On n'est pas du genre à ah tiens, t'as vu ce qu'il fait, oh là là. On est plus à prendre exemple ou alors à se challenger ou à se dire tiens, il a fait ça, bah tiens nous aussi on va faire ça, on va faire un truc comme ça. Mais pour nous c'est bénéfique en fait. Et au contraire, si on n'a pas de concurrence, on grandit pas, tu vois.
Et donc, je suis pas en concurrence et au contraire, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Tu vois, actuellement, on a une cuisine libanaise, on a une cuisine laotienne, marocaine, on a le Japon, la Chine, on a aussi tout ce qui vient de la mer. Et on se dit, mais on a l'Italie, ce serait dingue qu'il y ait d'autres, je sais pas moi, un portugais dans la halle, tu vois, plein de choses. Parce que nous-mêmes, en fait, on se restaure à côté, on va manger à côté, quoi. Mais voilà, on verra bien. Les plats sont encore à prendre dans cette belle halle, donc. Ça fait bien la publicité en tout cas. Et alors toi qui as fait plusieurs reconversions, quel conseil tu te donnerais si maintenant tu pouvais revenir à n'importe quel moment? Quel conseil tu te donnerais? Alors c'est intéressant parce que comme tu t'es reconverti plusieurs fois, j'imagine que tu as encore plus de recul que les invités habituels. Je pense que je me dirais de ne pas m'en faire. Que la vie est toujours pleine de surprises et que par contre il faut garder les yeux ouverts sur les opportunités. Et surtout, j'aimerais parler à la moi, tu sais, qui à des moments on s'est dit mais ma vie c'est du n'importe quoi, je comprends pas, pourquoi j'avance pas, pourquoi c'est comme ça, parce qu'en fait tous ces moments difficiles qu'on passe, ils nous forgent et ça nous forge pour l'après. Et j'aimerais dire à la moi d'avant juste de ne pas m'en faire et qu'il faut continuer d'avancer. J'aimerais vraiment beaucoup me dire ça parce qu'il y a des moments dans ma vie où je me suis carrément arrêtée en fait. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que j'ai eu des moments presque un peu de dépressifs dans ma vie, tu vois, où j'arrivais plus carrément à me lever. Et ça m'est arrivé au lycée. Entre autres des dépressions amoureuses, enfin des déceptions amoureuses, et puis des problèmes familiaux, et puis des maladies dans la famille, enfin bref, plein de choses qui ont fait que je suis restée à terre très souvent. Et je devais me faire violence, tu vois, pour me dire, Élodie, sors de cet état végétatif, vois la beauté du monde qui est autour de toi. Et parfois, c'était vraiment, heureusement que j'ai eu des meilleurs amis en or. Enfin, c'est la famille pour moi, parce que c'est plus que des amis, qui sont venus me chercher chez moi et qui m'ont dit, maintenant, ça suffit. Tu vas sortir et tu vas te lever. Et ok, ça va pas, mais ça ira. Et donc, en fait, je me redirai ce que mes amis m'ont dit, tu vois. Après, je pense qu'aussi, parfois, faut pas non plus s'auto-flageller d'aller mal un peu. C'est un temps où, voilà, on est un peu down pour après être plus haut, quoi. Par contre, faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que. Ouais. Bah alors toi, c'est parce qu'aussi t'es super entière. Mais alors c'est marrant parce que du coup, tu te dirais ça et pas forcément d'arrêter d'être entière, quoi. Non. Parce que tu vois, pour revenir à l'école, par exemple, j'ai un dossier que j'ai rendu, que j'ai rédigé la veille avant de le rendre. J'en ai même 2 où j'ai fait ça. Et en fait, à chaque fois, il fallait parler de, entre guillemets, un peu, tu vois, de ton expérience personnelle. Fallait retirer des choses, tu vois, de ton vécu. Et c'était drôle parce que les profs m'ont mis 20 aux 2 dossiers. Et j'ai été transparente. Dans les dossiers, en fait, il fallait parler de soi, dire ses qualités, ses défauts, etc. Et je pense que dans la vie, le tout, c'est de se connaître, de savoir comment on est, et après de travailler là-dessus, tu vois. Donc en soi, être entière, je pense pas que ça soit un défaut. Par contre, de prendre les choses trop à cœur, oui. Et ça, je l'ai mis justement dans un de mes dossiers, d'apprendre à prendre du recul sur les choses. Ça, j'ai appris à faire ça, très tardivement dans ma vie, tu vois. J'ai appris ça, je devais avoir 30 ans, quoi. J'ai commencé à 28 ans justement, à prendre du recul sur les choses, à voir les choses d'un œil différent, à prendre de la hauteur. Mais c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et en fait, ça, t'as beau le dire, les gens, faut qu'ils le vivent pour le comprendre, tu vois. Donc, c'est dur de dire à quelqu'un, je pourrais pas revenir en arrière et dire à la moi d'avant, prends du recul. Je pense que je comprendrais même pas cette phrase, tu vois. Bon, alors, dernière question, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est une reconversion qui est faite avec le cœur. Parce que, tu vois, souvent, j'ai des jeunes qui m'écrivent, qui me demandent Élodie, qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis perdue, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas d'idée de ce que je veux faire plus tard. Je suis un peu perdue. Et moi, je leur réponds juste, c'est pas grave. Fais ce que tu as envie de faire à l'instant T. Et peut-être que dans 2 ans, tu auras envie de changer. Et c'est pas grave. Et peut-être que dans 4 ans, tu auras encore envie de changer. Et ce sera toujours pas grave. Et même si tu échoues, c'est pas grave. Tant que tu as la vie, tant que tu continues à marcher avec le cœur, en fait, à suivre ton cœur à chaque instant, parce que tout ça, ça reste des expériences, ça reste bien sûr, il y a des bons et des mauvais côtés, tu vois, mais ça reste des expériences à prendre dans une vie. Et ça te forge, donc vas-y, suis ton cœur, et s'il faut changer tous les ans, tu changeras tous les ans.
Et au pire, qu'est-ce que ça fait, tu vois? Oui, et puis je pense qu'en suivant son instinct, on peut pas se tromper parce que finalement, ça nous amène sur la bonne voie, là où on doit Puis je te dis, tu vois, les gens ont tendance à trop dramatiser, à se dire oui, mais moi je connais un tel, il a une idée fixe de ce qu'il veut, tu vois, sa vie, elle est toute droite, elle est toute tracée. Oui, mais un tel, peut-être qu'il a d'autres problèmes dans d'autres domaines dans sa vie que t'aurais pas envie d'avoir, d'ailleurs. Donc non, il faut surtout pas se comparer. Il faut s'écouter, suivre son instinct, comme tu dis. Un grand merci en tout cas, Elodie. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent te suivre et puis aussi, surtout, qu'ils aillent écouter Ma Fan. Vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé. C'était encore plus à cœur ouvert que la première fois. Donc, merci. Merci à toi. Et j'espère que cette interview où on se livre un peu plus, là, plaira à tes auditeurs. Et n'hésitez pas, hein, je réponds. Beaucoup sur Instagram. Parfois, je passe à côté, mais il faut pas hésiter à me relancer. Et puis voilà, suivez votre cœur parce que lui, il sait où il veut aller. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.